Elle est belle notre planète, plate, tout en harmonie, en cercle, avec les extrémités à la glace. Ici, ça ressort, ici, ça ressort. Moi, si j'irais faire une exploration, je commencerais par ces parties-là. Le pôle Nord doit être plus élevé que le reste. En tout cas, c'est ce qu'il y a dans les livres jusqu'en 1800-1850. Il y a les calculs, il y a tout, ça on verra prochainement. Donc une Terre relativement convexe. Dans ce Flatters News, on va faire un slideshow US d'une trentaine d'images traduites et on décortiquera les conséquences de chacune d'elles. Le message qu'il y a à comprendre. On y va avec ce Flatters News. La première image, ça doit être un avion style Air Force One avec contre le mur une représentation de la Terre plate où on remarque qu'il n'y a pas l'intégralité du cercle polaire mais des parties ici importantes qui sont peut-être des terres qui nous sont restées cachées. Deuxième diapo, c'est Hitler. Il semble qu'il savait. Donc on voit la Terre plate en représentation sur le mur et Hitler qui est en train d'écrire. Ça, c'est une image qu'on voyait souvent au début de la Flatters. Mais cette image, elle est fausse. Voici l'image authentique et l'image retouchée, malement retouchée même par Photoshop, puisqu'il y a encore la carte qu'il y avait à l'origine qui se trouve ici, là. Donc ça, c'est du fake. Il y a aussi cette photo qui était sortie, là, avec la Terre plate ici. Ici, il n'y a rien, la vraie photo. Donc ça, c'est encore du fake. On en a eu plusieurs de ce style-là aussi, avec Marilyn Monroe qui tiendrait la carte de la Terre plate. Mais ça, encore une fois, c'est aussi du Photoshop. Le pont Verrazzano-Narros fait 4175 mètres de long. La courbure de la Terre a été prise en compte lors de sa conception. On voit ici que le pont y courbe parce qu'il a été designé comme ça par les architectes. C'est l'un des rares ponts où on peut voir qu'ils ont pris en compte la courbure de la Terre. D'ailleurs même, c'est le seul que j'ai entendu parler. L'eau est supposée courber avec le pont. Ici, on voit que le niveau est plat. Peut-être qu'il se produit quelque chose avec la gravité quand cette photo a été prise, pour nous dire que la gravité aurait aplati l'eau pour qu'elle soit plate. Donc l'horizon et la courbe du pont ne sont pas similaires. Quand il s'agit d'éclipses lunaires, y a-t-il besoin d'un objet physique pour projeter une ombre? Là on voit que l'abeille elle tient sur l'eau et là au fond son ombre ça fait des cercles. Alors on nous explique que l'ombre qu'il y a sur les éclipses, c'est la projection de l'ombre de la Terre, alors que ça peut très bien être d'autres éléments. Comme ici, la représentation de la Terre chez les chrétiens, représentation donc que je suis assez ok. On pourrait très bien avoir, et moi je suis de cet avis-là, que le Soleil et la Terre sont beaucoup plus éloignés que ce qu'on nous dit selon les théories les plus populaires de la Flatters. On pourrait même dire que le dôme aurait lui-même une ombre.
On pourrait ainsi très bien dire que ces disques d'ombre qui soi-disant sont réfléchis sur la Lune, soit le dôme et la partie inférieure. C'est mon avis. L'astrolabe, il prédit le mouvement des corps célestes utilisant un instrument géocentrique plat depuis plus de 2000 ans. Alors, géocentrique, c'est-à-dire que la Terre se trouve au centre du système solaire et le système est plat. Cet instrument marche très bien pour donner l'heure déjà la nuit ou prédire, comme c'est écrit ici, les couchers de soleil, les levées de soleil, et on peut aussi connaître la position des étoiles. Son mécanisme se base sur un système géocentrique avec un plan terrestre plat. Là, on arrive dans les rigolades Disney de la NASA. Ces photos ont été prises depuis la station ISS. C'est très connu, s'il n'y a que les enfants qui regardent. Mais bon, on peut trouver les images, c'est pas du fake. Ils leur présentent les cheveux avec des tailles sprayées à fond pour faire un look d'une gravité zéro. C'est trop bizarre de faire des choses pareilles. Il faut avoir des idées de se foutre de la gueule des gens qui regardent. Il n'y a pas d'autre explication possible. On pourrait faire beaucoup mieux avec les trucages qu'ils ont actuellement, mais ils se bornent à se foutre de notre gueule. Ou économiser de l'argent aussi peut-être. Les quelques centaines ou milliers de dollars qui ne sont pas utilisés là pour donner un style réel aux cheveux, ils ont pu l'encapocher peut-être ces astronautes qu'on voit là. Ils se sont dit, bon ben on y va. On économise un peu de pognon, on se fout de leur gueule au passage, et puis comme ça, on pourra avoir un peu plus de thunes dans notre portefeuille. Pourquoi pas? Sinon, c'est se foutre de la gueule gratuitement des enfants et des gens. L'héliocentrique théorios, c'est fort en endoctrinement. C'est certain que si l'on place dans un modèle héliocentrique le Soleil au centre du système solaire, au lieu de la Terre, ça invalide complètement la religion chrétienne et ça éloigne les humains de la compréhension de l'existence de Dieu. Parce que si la planète qui se trouve au centre du système solaire et de la galaxie est celle qui contient la vie, on arrive rapidement à se poser des questions comme « Est-ce que Dieu existe ?» C'est un système qui permet facilement, psychologiquement, de soumettre une population. Jamais demandé pourquoi un arc-en-ciel est façonné comme un dôme? Bien, voilà notre réponse. Ok, avec la prochaine, on comprend encore mieux. Ici, on voit, ça s'appelle des parélies. Assez curieusement, quand vous placez une lumière sous un dôme, vous pouvez répliquer une parélie parfaitement. Donc, dans cet exemple-là, le soleil serait à l'intérieur du dôme. Quand on regarde les explications de Wikipédia sur la parélie, le mot est issu de l'ancien grec para, après, et hélios, soleil. Un parélie, qu'on peut écrire avec un H ou sans H, est une partie du phénomène de halo solaire auquel il est associé, mais qui est souvent très partiellement ou pas du tout visible. La durée de son apparition varie de quelques secondes à plusieurs dizaines de minutes. Le phénomène consiste essentiellement en l'apparition de deux images lumineuses aux couleurs de spectre solaire éloignées de l'astre d'une distance angulaire comprise entre 22 degrés petit halo et 46 degrés grand halo.
Elles sont placées de part et d'autre du Soleil sur une ligne horizontale appelée cercle parhélique qui peut être ou non apparent. Plus le Soleil est haut dans le ciel, plus les parhélies sont éloignées du halo central. L'ordre des couleurs est celui du spectre de la lumière identique à celui produit dans les arcs-en-ciel, le rouge étant orienté vers le Soleil, les autres couleurs étant assez diffuses et parfois suivies d'une queue de lumière blanche pouvant atteindre un arc de 10 à 20 degrés. Cette lumière blanche peut être si brillante qu'elle donne l'impression de réplique du Soleil. Il arrive fréquemment qu'un seul des deux parhélies soit visible. Avec cet exemple-là, qui fonctionne très bien avec un soleil en dehors du dôme, on arrive au même résultat. Maintenant, certainement la lumière n'est pas diffusée hors du dôme. Et lorsqu'elle projette, le soleil projette ses rayons sur le dôme, c'est à ce moment-là qu'il apparaît. Donc les personnes qui sont sur Terre le verraient assez proche. Et on arriverait ainsi à harmoniser ma théorie avec la théorie la plus populaire de la Flat Earth d'un soleil proche. Le télescope Hubble. La NASA veut nous faire croire que cette chose qui vole à environ 29 000 km/h et prend des images claires comme du cristal de galaxies à 13 milliards d'années-lumière. Voilà comment ils pensent que nous sommes stupides. Mais c'est pas vraiment ce que la NASA dit, parce que ce que la NASA dit, c'est que les gros télescopes, ils prennent des captures d'ondes et ensuite ils retranscrivent ces ondes selon le modèle qu'ils se sont mis en tête, c'est-à-dire des soleils qui forment les étoiles, et puis ils redonnent des dessins d'artistes de ces scènes, mais ils n'ont pas réellement des images claires, ils ont seulement des ondes. Et leur interprétation des ondes n'est certainement pas la bonne, mais certainement que ces ondes existent bel et bien. La NASA avance qu'elle peut voir des galaxies à 13 milliards d'années-lumière, mais ils ne peuvent pas voir le site d'atterrissage d'Apollo sur la Lune. Actuellement, il y a des vidéos qui tournent de la sonde Selena, japonaise, où ils nous montrent le site d'atterrissage, selon eux. De la mission Apollo. C'est des images qui pour moi sont tout de suite et évidemment fake, ça se voit. C'est du n'importe quoi. Voilà, soi-disant le site. C'est clair qu'on voit pas de drapeau, on voit rien du tout. Ils n'ont pas jugé important d'aller plus loin. On peut aussi voir avec cette même sonde, Selena, le lever de soleil depuis la Lune. Alors si vous croyez à ça, je peux plus rien pour vous. C'est tellement mal fait. Zéro crédibilité.
Essayez de trouver une photo réelle d'un satellite dans l'espace. Il n'y en a pas. Si vous faites des recherches sur Google de satellites, il n'y aura que des représentations CGI. Idem pour la Terre, dans son intégralité, on n'a pas encore vu une vraie photo de la Terre. C'est quand même des grosses preuves, ça. Saviez-vous que la Lune n'a commencé à briller qu'en 1977? Vous pensez que ça est la projection de la lumière sur la Terre? Quand on voit le sol sur lequel ils ont marché dans les différentes missions Apollo, on voit que c'est pas du tout éclairé, alors que ça nous permet à des milliers de kilomètres cet éclairage de nous repérer la nuit et même en pleine lune de très bien voir. C'est donc impossible que ça soit ce sol que l'on a sur les photos qui soit la cause de cette lumière la nuit. Ça montre que les missions lunaires sont du fake. Si la Lune est une sphère qui est illuminée par le Soleil, pourquoi n'a-t-elle aucune ombre autour du bord ou un point lumineux au centre? Quand on voit la Lune, à aucun moment on voit, quand c'est la pleine Lune parce que c'est une sphère, une partie qui serait plus sombre, un petit peu plus sombre, ou surtout aucun point du Soleil qui touche, alors que lorsque la lumière parvient sur une sphère, ça fait un point illuminé qui n'existe absolument pas dans la réalité que l'on voit. On peut aussi trouver ce point lumineux sur certaines de leurs représentations de la Terre. Conclusion, la Lune n'est pas éclairée par le Soleil, voire elle n'est pas une sphère. Un rocher illuminé par les rayons du Soleil, c'est ce qu'on voit en haut, est la Lune illuminée par sa propre lumière. On voit bien que ces deux styles de lumière n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Ça, on pourra observer soi-même à l'œil nu très souvent. Darling Park à Sydney en Australie. On a une fontaine avec une carte de la Terre plate. Quand la vérité est en pleine vue, là, on a des autres escaliers avec encore une fois la carte de la Terre plate, je pense, dans un bâtiment gouvernemental. Mais vous êtes trop endoctrinés pour la voir. C'est-à-dire que la plupart des gens, quand on leur montre cette fontaine, ils vont rien voir du tout. Absolument rien. Leur cerveau va pas tilter. Ils vont pas remarquer que c'est pas la projection qu'ils ont l'habitude de voir. C'est tellement ancré en eux qu'ils voient plus rien. Le Soleil serait à 150 millions de kilomètres. C'est un joke. Comment fonctionne un coucher de soleil si la Terre est plate? Lorsque le Soleil avance à cause de la perspective sur un plan, il semble descendre lorsqu'il converge au point de disparition. On a comme exemple un corridor. Et cette perspective, tout le monde la connaît. On dirait que le sol monte et que le plafond descend. Au bout d'un moment, si l'horizon est grand, on aura les deux qui se rencontrent, le haut et le bas, et derrière cette ligne, on ne peut plus voir. Et le soleil qui avance et s'éloigne de nous semble donc descendre.
Courbure, disent-ils. Le saut Red Bull à 39 km. Et la photo du bas, donc on voit la photo du haut, c'est très courbé. Et la photo du bas, c'est très courbé. Mais c'est le même saut avant l'atterrissage, à quelques minutes plus tard, à 30 cm. Pour les deux images, ils ont donc utilisé un fisheye, comme ils ont toujours fait depuis les années 50, dès qu'ils ont commencé à envoyer la télévision dans l'espace, ils ont toujours mis un fisheye. Ils ont donc l'impression de ne pas mentir. Parce qu'avec un fisheye, on va dire que c'est les photos réelles, les images réelles de la Terre. Ce qui n'est pas faux dans un sens. Il y a quand même une omission d'informations importantes qui, pour nous qui s'intéressons à l'espace, à la Terre, change tout. Ça, c'est le même saut de Félix. Combien de fois Félix a-t-il plongé sur la planète au Nouveau-Mexique? Sur la première photo, on voit que la publicité Zénith est présente sur le côté d'une sorte de sas. Et là, elle se trouve dessus le sas. C'est pas important pour la Terre plate, ça peut être du Photoshop, ça peut être des entraînements qu'il aurait fait avant. Mais toujours est-il que c'est bizarre puisque exactement le reste de la fusée semble identique. Ici, on a le cas de la poussière qui n'est pas apparente sur les photos des missions Apollo sur la Lune. Il n'y a absolument aucune poussière. Il semblerait que sur la Lune, il y a une poussière qui a une épaisseur d'environ 2 à 5 cm. Alors selon la théorie mainstream, il devrait y avoir plus de 20 mètres de poussière sur la Lune. Ça, c'est ce que j'ai pu trouver. Mais ça n'est pas du tout mis en scène dans les atterrissages qu'on a pu nous montrer. Où a donc passé la poussière ? Les globistes disent « La Terre est trop grande pour voir la courbure ». On l'a déjà entendu cette phrase des dizaines et des dizaines de fois. Mais quand on continue à discuter avec eux, et c'est ce que dit Kermit à la fin, « Je pensais que vous aviez vu un bateau aller derrière la courbure ». Ça, c'est ce qu'ils nous expliquent aussi tout le temps. Ils ne se rendent pas compte que dans leur cerveau, il y a un dysfonctionnement dans les arguments qu'ils nous donnent. Ils ont tellement été lobotomisés qu'ils n'arrivent plus à faire les liens entre l'un et l'autre. On est obligé de leur mettre la tête dans le plat pour qu'à un moment, il y ait quand même une petite connexion qui se fasse dans leur cerveau. Donc, trop grande pour voir la courbure, mais tellement petite qu'on peut voir le bateau aller derrière l'horizon. Si nous voyageons à travers l'espace à 3 millions et quelques de kilomètres/heure, comment se fait-il que les étoiles soient toujours à la même place? On a les pyramides comme exemple. Les pyramides, donc, elles ont environ 5000 ans. On a retrouvé des pyramides sous l'eau au Japon. Sur la Terre, il y a environ plus de 10 000 pyramides. On ne peut pas dater la roche. La seule manière de pouvoir dater une roche, c'est combien de temps elle a passé sous l'eau. Avec les pyramides du Japon, on a pu donc obtenir une datation d'environ 10 000 ans. Ces monuments ont toujours dans leur construction une prise en compte de la position des étoiles. Alors comment expliquer que pour une période d'environ 10 000 ans, voire plus, en voyageant à 3 millions de kilomètres/heure, les étoiles sont toujours positionnées au même endroit? Encore une preuve importante. Ça, c'est les formes des étoiles telles qu'on peut les observer avec des grands zooms comme le P1000.
on remarque que ça n'a rien à voir avec des soleils, comme ils tentent de nous expliquer. Des couleurs, du jaune, violet, du bleu, et les lumières scintillent. C'est bien ce qui nous apparaît sur ces photos ou sur cette vidéo qui est sur la chaîne de Capella. C'est pris avec l'objectif du P1000. Ça ressemble bel et bien aux images qu'on a vues tout à l'heure. Un centre plus lumineux avec un cercle autour. Un ensemble de cercles de différents coloris. Ici, on a un sondage en haut de Fox News pour savoir si les gens ont confiance au gouvernement. On voit que le résultat, c'est oui à 19% et non à 81%. À l'image du bas, c'est l'astronaute qui dit « Mais ils ont tous confiance à la NASA. » Parce que c'est bien sûr le gouvernement qui est derrière les missions de la NASA d'Apollo. Et quand il s'agit de science, les gens plongent tête baissée, alors qu'il s'agit toujours de politique, comme ils ont l'habitude d'en entendre parler de la part de politiciens, puisque leur métier, c'est la politique. La quatrième dimension, imaginez un monde où la plupart n'ont pas confiance au gouvernement. Maintenant, la plupart croient que des astronautes ont marché sur la Lune sur la base d'une transmission TV floue fournie par le gouvernement. Le message, c'est le même que celui qu'on avait tout à l'heure. Les gens n'ont pas confiance au gouvernement, mais quand ce gouvernement leur parle de science, tout est juste. Tout est juste, 100% juste. Celui qui remet en doute ce genre de questionnement est simplement un débile. C'est la rhétorique, le narratif qu'on entend sans arrêt. Parce que les gens n'ont pas le temps de réfléchir à ce sujet. On leur a fait une vie où ils doivent bosser, se lever, bosser, prendre le métro, bosser, dormir. Une semaine de vacances et il faut recommencer à bosser, se lever, dormir. Les gens, ils n'ont pas le temps de réfléchir au positionnement des étoiles et surtout de l'évolution de la théorie géocentrique avec une Terre sphérique. On verra prochainement comment cette évolution a eu lieu depuis environ l'an 100 avec le livre de Ptolémée et on comprendra qu'ils ont commencé à faire leurs recherches à fond la caisse dans une direction sur de bases qui sont plus que fragiles. On a eu aujourd'hui ce slideshow d'une trentaine d'images qui sont très célèbres parmi les flat earthers. On se refera ça avec d'autres images prochainement. Merci aux nouveaux abonnés. On forme une communauté qui commence à dépasser les 600 membres avec Odyssey et YouTube. C'est cool, on continue comme ça, on s'instruit, on reste intelligent et on part pas dans les magouilles obscures qu'on essaie de nous faire bouffer depuis des centaines et des centaines d'années. Merci de votre écoute, à bientôt.